Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Aguil Polat. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole du CDKF, le Conseil démocratique des Kurdes de France. On va revenir ensemble sur la situation des Kurdes dans le conflit ouvert par la Turquie ces derniers jours. Mais d'abord, qui porte la responsabilité de l'accélération du conflit? Comment en est-on arrivé là? Quelle est votre lecture? Avant tout, il faut préciser qu'aujourd'hui, toutes les forces internationales sont dans cette décision-là, font partie de l'accélération de cette crise, de ce chaos. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous subissons à une telle attaque que la population civile se fait massacrer en masse par les bombardements de l'aviation turque, de l'armée turque généralement, et aussi de ces supplétifs djihadistes. Du coup, nous en sommes arrivés ici avec un simple tweet de Donald Trump, un tweet, je le répète, et aujourd'hui la situation se dégrade de plus en plus. Et des civils continuent à mourir sous les bombardements de l'armée turque, et qu'aujourd'hui la communauté internationale reste passive vis-à-vis de la Turquie pour essayer de contrer cette barbarie, ce drame qui se produit actuellement. On va revenir justement sur les circonstances de la situation propre aux Kurdes en ce moment. Mais quand même, hier, j'ai entendu un proclamé expert, ou en tout cas c'est comme ça qu'il se définit, Bernard-Henri Lévy, qui nous expliquait que Donald Trump se foutait finalement des conséquences des décisions qu'il avait prises sur la région, les conséquences des décisions diplomatiques. Est-ce que vous pensez au contraire qu'il agit sciemment, qu'il organise le chaos, qu'il organise le conflit sur le territoire européen? Vu la situation actuelle, je pense que c'est un chaos de toute manière, qu'il le fasse consciemment ou inconsciemment. Concrètement, le résultat ouvre les portes d'un nouveau chaos. Et particulièrement, cette menace, elle est touchante, elle est frappante pour l'Europe. Et encore plus aussi particulièrement pour la France, je pense, car c'est la France qui s'est engagée dans la lutte auprès des Kurdes contre Daesh depuis 2014. Et dans le cas où il y aura vraiment une réorganisation de ces groupes djihadistes, je pense très certainement que ça ne va pas être la Turquie, c'est que ces organisations djihadistes frapperont en premier. Non, ça sera la France. Pourquoi? Puisque ça a été la France qui a, en termes d'actions militaires concrètes, a été sur le terrain. Dans le cadre de la lutte contre Daesh, et c'est la raison pour laquelle que ces organisations djihadistes essaieront de se venger pour frapper la France à nouveau. Oui, dans ce contexte, effectivement, je pense très sincèrement que c'est un chaos. La situation actuelle est vraiment très, très dramatique pour le moment. C'est la décision de Trump qui a permis, en tout cas, qui a prétexté, en tout cas, l'offensive lancée par les Turcs. C'est quoi l'objectif d'Erdogan? Une épuration du peuple kurde? Un nettoyage ethnique. On l'a déjà dit, on le répète, un changement de démographie très concrètement, et aussi le renforcement du djihadisme. C'est vraiment l'objectif principal d'Erdogan, et je pense que là, de plus en plus, avec l'inactivité, avec la passivité de la communauté internationale, Erdogan essaye actuellement de réussir son projet très successivement. Alors justement, avant de revenir sur la réaction ou la non-réaction de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on sait en ce moment de la situation des Kurdes? On parle de plus de 100 000 personnes qui auraient été déplacées. Où vont-elles? Il y a plus de 160 000 personnes qui, à l'heure actuelle, ont été obligées d'évacuer leur lieu d'habitation. Les personnes se dirigent vers plutôt les profondeurs de la Syrie, plutôt vers le sud, dans des zones plus sûres, là où les Turcs ne pourront pas atteindre, là où les bombardements de l'armée turque ne pourront pas atteindre, mais dans tous les cas, ce sont des déplacés. Avec quel risque pour les Kurdes de déplacer vers le sud de la Syrie? C'est un risque politique aussi, c'est un risque politique, nous le savons très bien, puisqu'il se pourrait très fortement que Erdogan, par ce biais, en profite de placer des réfugiés arabes dans cette région, là où majoritairement des Kurdes y vivent. Après, il faut souligner que le Rojava, ce n'est pas seulement une zone géographique là où il y a seulement des Kurdes, c'est une zone géographique là où il y a d'autres composantes ethniques qui aussi sont présentes, notamment des Arabes, notamment des Arméniens, notamment des Assyriaques. Et le problème, c'est que Erdogan, la chose à laquelle veut procéder, c'est vraiment de changer la démographie de la région en plaçant, comme il l'a dit très ouvertement, les 3,6 millions de réfugiés qui se trouvent en Turquie dans cette zone de soi-disant sécurité qu'elle veut instaurer. Et ceci revient à un nettoyage ethnique, oui, effectivement. On ne peut pas le nommer d'une autre façon. C'est un nettoyage ethnique et Erdogan essaye, pas par pas,
de procéder à son objectif. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs peut-être aux populations, aux habitants kurdes? Vous leur dites que la solution elle est double. Il faut d'abord mener la bataille contre l'offensive turque, ou alors qu'il faut fuir le pays et regagner, et peut-être là en appeler justement aux pays européens pour accueillir ces populations kurdes. Il faut avant tout préciser qu'il y a une crainte parmi la population qui est très très normale, qui est très naturelle, car on se fait bombarder par une aviation, par une armée, par des djihadistes, qui cette population a très bien subi et connaît très bien en fait l'obscurantisme, connaît très bien à quel point le djihadisme est féroce et dangereux et porte des risques, car ils l'ont subi pendant plusieurs années. Et on parle d'un peuple qui a déjà souffert en fait, et qui souffre aussi en permanence depuis des années de longue date. Et du coup, ils savent très bien ce qu'ils font, je pense. Ils savent très bien résister aussi comme ils l'ont fait, particulièrement pendant la période de Kobané, ou encore à Raqqa, ou encore, on peut dire, à Shingal. Mais comme ils savent très bien résister, mais aujourd'hui la situation n'est pas que cette population civile ne résiste pas, ce n'est pas ça. Elle a pris une ampleur différente. Maintenant, il y a une armée composée de Kurdes, d'Arabes, d'Arméniens, d'Assyriaques qui combattent ensemble. Il y a une armée professionnelle, donc on ne peut pas totalement demander au peuple maintenant de venir résister avec l'armée ou bien en prenant les armes. Il y a déjà un dispositif effectif qui est sur le terrain et qui fait ce devoir, qui fait ce travail. Après oui, bien sûr que la population civile résiste dans ce contexte-là. Elle résiste car elle ne va pas ailleurs. Souvenons-nous, auparavant, pendant la période de Kobané, la population civile s'était déplacée du côté de la Turquie, par exemple. Ou bien il y avait une autre partie qui s'était déplacée hors de la Syrie. Mais aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'il y a cette conscience de rester et de préserver ces terres, ces zones qui nous appartiennent à nous, et ces zones qui sont aujourd'hui sous la menace turque. Vous parliez de la communauté internationale tout à l'heure. L'Europe, qu'est-ce qu'elle peut? Elle devrait se substituer au départ des forces américaines et proposer justement la présence de l'armée française, de l'armée allemande. C'est une occasion, en tout cas particulièrement, je veux insister sur le rôle de la France, car la France a de grandes responsabilités vis-à-vis de la Syrie, des responsabilités historiques, mais d'autre part, elle a aussi des responsabilités historiques vis-à-vis des Kurdes. Les Kurdes à travers le Sykes-Picot de 1916. Aujourd'hui, si les Kurdes sont divisés sur 4 parties et qui n'ont pas d'État et qui n'ont aucune représentation reconnue par les organisations internationales, c'est un petit peu dû à la faute de la France. C'est une erreur qui a été commise il y a 100 ans de ça par la France, et aujourd'hui la France doit prendre sa responsabilité pour réparer cette erreur qu'elle a commise il y a 100 ans de ça. Donc sur le terrain, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la France doit davantage s'engager auprès des Kurdes dans la lutte contre Daesh, dans la lutte contre actuellement qu'on mène contre la Turquie pour essayer de réparer cette erreur qu'elle a commise il y a 100 ans de ça. Il y aura des répercussions, en tout cas moi je veux souligner ce point-là, il y aura des répercussions dans le cas où la Turquie pourra vraiment procéder à ce nettoyage ethnique qu'elle veut commettre, pourra vraiment avoir un succès dans son objectif. Il ne faut pas du tout être naïf et croire que la Turquie s'arrêtera là-bas. Non, ce n'est pas le cas, on le sait très bien. Erdogan l'a annoncé à plusieurs reprises très très ouvertement. Il va essayer d'étendre, d'élargir au maximum possible ses frontières pour essayer de réinstaurer les limites des frontières de l'Empire ottoman. C'est son objectif principal et il ne le cache pas du tout. Mais aujourd'hui, les politiques français, les politiques occidentaux essayent à tout prix d'équilibrer Erdogan pour ne pas le perdre, pour ne pas que Erdogan se rapproche plus de l'alliance de Russie et du bloc russe, et pour qu'elle essaye à tout prix de le garder dans le cadre de l'OTAN. C'est le risque, c'est le problème. À force de céder au chantage de la Turquie, à force de donner des compromis à la Turquie, aujourd'hui nous en sommes arrivés à ce point-là, à un point où l'Occident se fait menacer très ouvertement par la Turquie en annonçant qu'ils vont ouvrir ses frontières et envoyer les réfugiés. Et c'est une menace actuellement, et cette menace elle est très très bien utilisée par Erdogan, et elle a un résultat aussi. Elle a un résultat, et c'est l'inactivité, c'est actuellement de ces pays européens vis-à-vis de la Turquie, dans le cadre de cette opération d'invasion que la Turquie a lancée maintenant depuis 7 jours. Est-ce que ça veut dire que les pays européens, l'Occident plus généralement, doit assumer, engager une guerre contre la Turquie ? Une guerre, je ne le dirais pas comme ça, peut-être pas militairement, mais elle doit engager des responsabilités concrètes, elle doit avoir des actions, des sanctions concrètes, notamment par la voie économique par exemple. Deuxièmement, nous savons très bien que dans le cas où la Turquie n'aura pas accès à l'espace aérien syrien, elle ne pourra pas avoir un résultat et elle renoncera à son opération. On le sait très bien. À Afrin l'année dernière, Afrin qui est une toute petite poche
en Syrie, qui était une zone kurde à la base à 95%. Aujourd'hui, elle est seulement à 5% kurde. On voit à quel point le plan turc fonctionne dans ce contexte et on voit à quel point Erdogan procède à un changement démographique. Donc une population qui était une ville qui était à 95% kurde, aujourd'hui elle est seulement à 5% et les 5% qui restent subissent jour par jour une répression énorme, jour par jour. Ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, Erdogan, dès qu'il a lancé son offensive pour cette petite poche d'Afrin, Erdogan a mis 2 mois. L'armée turque a mis 2 mois pour pouvoir s'emparer de cette région, malgré qu'elle avait malgré qu'elle avait l'espace aérien syrien. C'est-à-dire qu'elle avait accès à l'espace aérien. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'une petite poche comme Afrin, on parle d'une frontière de 600 km de longueur. Et donc ce n'est pas du tout la même chose. Erdogan ne pourra pas du tout, l'armée turque ne pourra pas du tout résister sans l'espace aérien. Et ce qu'on demande, c'est une zone d'exclusion aérienne, concrètement. Dans le cas où Erdogan n'aura pas accès à l'espace aérien, Erdogan ne pourra pas continuer à son opération. Deuxièmement aussi, des revendications concrètes qu'on fait. Il faut un blocus concret, il faut des sanctions concrètes économiquement vis-à-vis de la Turquie. Il faut bouleverser, il faut renverser l'économie turque. Dans le cas où il n'y aura pas des mesures, des sanctions à ce niveau qui seront prises, croyez-moi que Erdogan ne renoncera pas du tout à cette opération aussi. Et un troisième point sur lequel je pense qu'il faudrait que nous, on insiste vraiment, c'est aussi que la France doit prendre les commandes de la coalition internationale. Militairement, je pense que c'est dans ce contexte-là que la France doit agir, au lieu de frapper directement. C'est pas ça d'ailleurs que nous revendiquons ou nous demandons à la France. Mais au lieu de prendre une position seule vis-à-vis de la Turquie dans ce contexte, militairement, elle doit à tout prix prendre les commandes de la coalition internationale. Pourquoi? Tout à l'heure aussi, nous l'avons évoqué. Inconsciemment ou consciemment, je ne le sais pas, mais Trump aujourd'hui met le chaos en Europe. Ça affecte particulièrement l'Europe. Dans le cas où le djihadisme se renforcera, la première zone où le djihadisme attaquera sera l'Europe, ce ne sera pas les États-Unis. Donc pour le dire très ouvertement, ça ne dérange pas trop les États-Unis, cette situation de chaos et de crise qu'il y a actuellement. C'est la raison pour laquelle ça affecte directement les Européens. La France, qui s'est déjà engagée dans cette lutte, dans cette guerre depuis 2014 contre la barbarie, contre le djihadisme, contre Daesh, doit à tout prix de nouveau se remettre pour frapper fort. Puisque la France, dans le cas où elle renonce à partir de ce niveau à laquelle elle est arrivée, croyez-moi que ça va être une défaite totale pour la France, mais les conséquences seront très lourdes et elle ne pourra pas l'assumer. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui est favorable à une intervention armée de la France aux côtés des forces syriennes? Je pense que ce sont des déclarations positives dans le sens où on voit que Jean-Luc Mélenchon veut à tout prix essayer de faire quelque chose, faire bouger, ne veut pas laisser les alliés kurdes sur le terrain face à une telle offensive vraiment très dévastateur. Et donc il faut trouver une solution. Ça veut dire que Bachar el-Assad est un interlocuteur en ce moment, il peut être un allié dans ce conflit? Actuellement, les FDS ont eu un accord, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie a fait un accord avec le régime central syrien. Cet accord est complètement dû à l'inactivité de l'Europe. Et c'est dû à cette situation que l'administration autonome a été obligée de faire cet accord avec le régime syrien qui comprend en soi le replacement des forces de l'armée syrienne le long de la frontière. On le dit peu, enfin vous en avez parlé, mais vos alliés d'hier, en tout cas la communauté internationale qui manque de réaction, aurait la mémoire courte. Quel a été votre rôle justement dans le combat contre Daesh ? Ça a été un rôle assez décisif, assez déterminant, puisque, pour le dire honnêtement, ce sont les Kurdes. Ce sont aussi les autres composants qui sont dans cette région qui ont combattu Daesh. Sur le terrain, c'était eux. Ce sont nous qui avons donné 11 000 de nos amis, 11 000 martyrs, 11 000 enfants de cette patrie. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les Kurdes qui ont fait le boulot. C'est cette population civile du nord de la Syrie qui a fait le boulot, qui a plus de 22 000 aussi blessés, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, le sale travail a été fait par les Kurdes. Après, l'aviation a été un soutien, oui, on le reconnaît effectivement. Le fait qu'il y ait des bombardements, des frappes aériennes constamment
en parallèle aux actions militaires qui étaient menées sur le terrain par les FDS, a été un appui très fort, nous le reconnaissons, mais en pratique aussi, il faut dire que ce sont les FDS qui ont fait le travail. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas envoyé ces soldats? Pourquoi est-ce que les Français n'ont pas envoyé leurs soldats, leurs forces spéciales, à combattre sur le terrain directement sur le front? C'était les Kurdes qui étaient sur le front, et ce sont un petit peu grâce à cette lutte qui a été menée qu'aujourd'hui l'humanité a été débarrassée d'une telle ordure qui s'appelait Daesh. On a parlé de trahison des États-Unis, vous parlerez de trahison de la France? Je ne veux pas trop employer ce terme de trahison, en tout cas pour le moment pour la France, mais il faut en tout cas que la France agisse, il faut que la France cesse d'être silencieux. Dans le cas où ce silence continuera, il se pourrait très fortement que nous commencerons à employer en tout cas d'autres termes. On oublie de le dire, mais le Rojava, c'est aussi un véritable vent d'espoir. On le sait peu, mais c'est aussi une expérience du municipalisme, de la parité, de la démocratie locale. C'est aussi ça que le pouvoir turc veut mettre à mal. Exactement, c'est aussi ça, puisqu'on sait très bien que le projet... juste une chose que je veux souligner et mettre en avant, cette opération d'invasion de l'armée turque a commencé le 9 octobre 2019. Il faut retenir aussi que le complot international ayant lieu contre le leader kurde Abdullah Öcalan a commencé aussi le 9 octobre 1998. Ce n'est pas un hasard, en tout cas pour nous, c'est très net et c'est très certain. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, cette opération d'invasion contre la Syrie ait commencé à cette période-là. Puisque le 9 octobre 1998, le leader kurde Abdullah Öcalan était en Syrie. Se trouvait en Syrie depuis 20 ans et il était là-bas et c'était à partir de cette région-là qu'il coordonnait toutes les activités de son mouvement. Et maintenant, encore cette même période-là, on voit qu'il y a une menace qui cible le projet politique en soi, une menace qui cible encore à nouveau en fait le projet politique qui a été développé et inauguré par Abdullah Öcalan. Aujourd'hui, si on parle d'un projet de confédéralisme démocratique, si aujourd'hui on parle de la parité, si aujourd'hui on parle d'une certaine démocratie, si on parle d'un système égalitaire dans cette région du Moyen-Orient, c'est le projet directement d'Abdullah Öcalan. C'est un projet qui a été conçu et développé directement par Abdullah Öcalan. Et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça qui est ciblé. C'est un projet politique, vous le dites, effectivement, mais qui n'est pas franchement soutenu par Bachar al-Assad. Non, pas du tout. Pas du tout. On le reconnaît très bien, on le sait très bien qu'il n'est pas du tout soutenu et reconnu aussi par ce régime qui n'est pas du tout démocratique. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une lutte qui est à mener encore, une lutte dans le cadre de démocratiser la Syrie aussi en soi. Les Kurdes n'ont jamais revendiqué, l'administration autonome n'a jamais revendiqué d'indépendance dans ce contexte. En tout cas pour les Kurdes de Syrie, il n'y a pas eu une telle revendication. Et c'est la raison pour laquelle un jour ou l'autre, il allait y avoir, que ce soit avec Bachar el-Assad ou bien quelqu'un d'autre, il allait y avoir un accord avec le régime syrien. C'est obligé, car c'est dans le cadre de la revendication que les Kurdes ont pour aujourd'hui, pour un projet de solution pour la Syrie. Et dans ce contexte, je pense très certainement que c'était une décision qui allait être prise un jour ou l'autre. Et elle a été prise aujourd'hui en tout cas. Peut-être c'est une situation difficile, compliquée pour nous de prendre cette décision là maintenant à l'instant, dans une telle situation, mais en tout cas un jour ou l'autre elle allait être prise cette décision, mais on aurait pu la prendre peut-être plus tard, dans une position où nous serions encore plus forts pour essayer de négocier sur d'autres choses différentes, mais en tout cas aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait le pire qui se passe, pour éviter qu'il y ait ce massacre qui se poursuit, qui continue, nous avons été obligés de choisir la protection des civils, la protection de notre peuple. J'ai une dernière question à Guy de Paula, qu'on comprenne bien. Que veut le peuple kurde? Un État? Une indépendance? Le peuple kurde veut sa liberté, je pense. Ni l'indépendance, ni un État, ni une autonomie, ni quoi que ce soit. Avant tout, le peuple kurde veut être reconnu. C'est la chose à laquelle vraiment le peuple kurde a soif. A soif car elle n'a jamais, durant des centaines d'années, pu s'exprimer librement, pu vivre librement, pu parler librement avec sa langue maternelle, pu danser librement, pu vivre tout simplement librement. Et c'est la raison pour laquelle les Kurdes veulent être libres avant tout.
Par la suite, bien sûr que les Kurdes veulent être reconnus politiquement aussi, avoir une certaine autonomie, avoir une certaine reconnaissance dans ce cadre-là. Et c'est la lutte en tout cas qui est menée au Rojava, c'est cette lutte qui est menée. C'est aussi un projet, un espoir en tout cas pour l'ensemble des tendances de mouvance, des tendances de gauche, des mouvances de gauche, pour l'ensemble des organisations révolutionnaires. Et cet espoir-là ne doit pas être anéanti, cet espoir-là doit continuer, doit se succéder, doit se poursuivre pour que l'exemple du projet alternatif qui est en train d'être instauré au Rojava puisse à nouveau être l'espoir qui puisse être repris par d'autres organisations révolutionnaires et de gauche. Merci beaucoup, Aguil Paula. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.